Je vais juste vous souhaiter à toutes et à tous la bienvenue, vous remercier de votre présence. Donc, il y a 72 personnes connectées, mais on a vu qu'il y a plusieurs postes avec plusieurs personnes. On est presque une petite centaine mobilisés autour de ce projet, donc c'est très bien. C'est déjà beaucoup. Et effectivement, ben, on est très heureux, fiers et voilà, investis autour de ce projet START qui a déjà eu des expéditions expérimentales dans deux autres régions. Et donc, on espère que la région Nouvelle-Aquitaine va s'en saisir de manière tout à fait convenable et surtout au regard des attentes et des besoins qui vont s'exprimer sur nos différents territoires. Je cède immédiatement la parole à Madame Caz pour l'Agence régionale de santé. Juste, oui, alors je ne sais pas s'ils sont présents, mais je voulais saluer, alors je ne sais pas s'ils le font, s'ils vont se connecter ou pas. On a deux élus départementaux, en tout cas, qui se sont inscrits, Monsieur Aigron et Madame Pragou, Monsieur Aigron, vice-président du CD 33 et Madame Pragou, vice-présidente du CD 16. Donc, si elles sont là, les personnes, on leur remercie de leur présence et si elles veulent intervenir à un moment ou à un autre, ben, qu'elles n'hésitent pas dans le déroulé de la présentation. Je cède vraiment la parole à Madame Caz. Merci. Oui, bonjour à tous. Donc, je vais juste en quelques minutes déjà vous remercier aussi de cette participation qui est vraiment très importante aujourd'hui. Donc, je pense que c'est déjà un très bon indicateur, mais finalement, on s'en doutait peu aussi sur le retentissement et l'impact de cette nouvelle proposition de formation qui est tout aussi, voilà, qui va vous être présenté en suivant et qui est vraiment aussi novatrice par son format. Donc, du point de vue de l'ARS, bien sûr, c'est une satisfaction de voir qu'il y a autant de participants pour ce premier webinaire. L'enjeu, bien sûr, hein, comme vous l'avez tous perçu et vous le percevez au quotidien, l'idée, c'est de pouvoir disposer d'un socle de connaissances spécialisées et spécifiques sur les TND, croisés et qui puissent aussi être demain finalement l'embryon de communautés de pratiques territoriales qui s'installent de fait par les nouveaux dispositifs qui sont déployés ces derniers temps et qui sont vraiment très dans l'architecture et aussi représentatifs d'une territorialisation des façons de faire et des coopérations qui sont de plus en plus importantes. Si on part, ne serait-ce que là, si on se dit que l'installation des plateformes de coordination et d'orientation TND sont un peu aussi le déclencheur de ces dynamiques-là dans les territoires qui préexistaient, bien évidemment, mais entre les PCO, les PCPE aussi qui fonctionnent très bien sur les territoires, sur le champ de l'adulte aussi, le renforcement de l'offre de services, l'évolution, le repositionnement des CMPP, la démarche régionale qui est en cours. Aujourd'hui, toutes ces dynamiques-là convergent de toute manière vers une reconnaissance et un renforcement de la spécialisation des interventions auprès des personnes avec TND, porteurs de TND. Donc voilà, donc là, ce projet de formation, ça vient aussi ajouter une corde là à l'art, sur tout ce qui peut être mobilisé par les professionnels et les dispositifs. Donc voilà, donc on peut se dire que là, ça augure certainement d'un bon dynamisme aussi sur notre région. Ça a fait ses preuves chez nos voisins. Donc on a aussi, nous, tous les dispositifs implantés dans les territoires avec des montées en charge qui se font petit à petit. Donc voilà, donc il y a tout pour que ce soit intéressant et que chacun puisse en récolter les fruits, que ce soit partagé avec les familles et les personnes accompagnées. Donc merci encore d'être là si nombreux. Et puis on va laisser, donc j'imagine que c'est Madame Power qui va enchaîner sur la présentation concrète du dispositif de formation. Voilà, merci beaucoup et puis à votre disposition si vous avez des questions. Merci à vous, Madame Caz. Effectivement, on va passer donc la parole à Muriel Power. Du coup, vous pourrez en profiter pour vous présenter.
Voilà, ouais, je vous laisse vous présenter le projet. Très bien. Est-ce que vous m'entendez? Vous m'entendez bien? Oui. Écoutez, merci voilà, une belle mosaïque de visages, une belle mosaïque de disciplines, une belle mosaïque de territoire. Et écoutez, je remercie évidemment le CREAI d'avoir organisé ce temps de partage. Je remercie également donc l'ARS de son engagement à nos côtés. Et puis, donc, merci à tous de l'intérêt que vous portez à cette démarche au moment donc, où le projet va pouvoir se déployer chez vous et où vous allez pouvoir apporter votre contribution tout en capitalisant donc, sur ce qui a pu déjà être mené jusque-là. Alors, certains d'entre vous nous suivent déjà depuis plusieurs mois, donc sont bien en phase avec ce que je vais partager avec vous. Et d'autres nous rejoignent. Donc, l'idée, c'est qu'on partage tous le même niveau de connaissances et qu'on puisse prendre un temps aussi de réponse à vos questions. Donc, START pour Service territorial d'accès à des ressources transdisciplinaires est un projet qui est donc multipartenarial depuis sa conception, qui a été donc jusque-là coporté par la filière nationale de santé déficience. Et donc, je suis responsable de ce projet avec Vincent Desportes, que certains d'entre vous connaissent peut-être aussi, qui est neuropédiatre, qui donc anime la filière nationale de santé déficience et qui est basé à Lyon et qui est le conseiller scientifique de ce projet. Donc, aux côtés des associations de personnes malades ou de personnes en situation de handicap et leurs familles, que sont l'Alliance Maladies Rares, l'UNAPI, le collectif Déficience Intellectuelle, et puis les fédérations employeurs, FEAP, NEXEM et la NECAMS, que beaucoup d'entre vous, je pense, connaissent aussi. Alors, en fait, c'est un projet qui est en phase avec les différentes réformes engagées ces dernières années, visant à reconfigurer l'offre sanitaire et médico-sociale autour d'une logique de parcours de la personne. J'ai un écho important où je ne sais pas, je sais pas si vous l'avez tous. Françoise, je pense que c'est toi qui as ton micro d'ouvert. Voilà. Donc, dans cette logique de parcours de la personne au plus près de ses besoins, et c'est pour cette raison que START bénéficie donc du soutien du secrétariat général du ministère des Affaires sociales, de la délégation interministérielle de la stratégie nationale autisme au sein des troubles du neurodéveloppement, du CIH et de la CNSA. Et comme l'ont dit en introduction et l'ARS et Thierry Dimbourg, eh bien, ce projet a été expérimenté par 2 régions déjà, donc en Auvergne-Rhône-Alpes et en Île-de-France. Il a été financé donc par la CNSA et par ces 2 ARS. Et cette expérimentation a fait l'objet ensuite d'une évaluation, d'une modélisation avec le concours du cabinet Eneis KPMG. Et il a rejoint, donc, dans cette phase extrêmement importante de pérennisation et d'essaimage progressif France entière, l'ANCREAI et le réseau des CREAI. Et donc, la région Nouvelle-Aquitaine fait partie des toutes premières régions qui vont se lancer dans les suites de cette expérimentation. Donc, attendez, parce que je ne suis pas en mode plein écran, donc je vais essayer de passer en plein écran. Est-ce que ça marche? Oui, c'est bon. Donc, quelques mots sur le contexte de la genèse du projet START avant d'avancer dans le dispositif lui-même. Eh bien, nous sommes partis d'un certain nombre de constats partagés. Les constats d'ordre clinique et scientifique ont été évidemment les principaux moteurs de notre démarche. Mais nous avons bien sûr tenu compte des politiques menées dans le champ des troubles du neurodéveloppement, avec le rapport Ringard de 2002 concernant les troubles du langage et des apprentissages, les 3 plans successifs autisme entre 2005 et 2017. Et je crois que beaucoup d'entre vous aujourd'hui sont
très, très vigilants à ce qui se passe sur le champ de l'autisme tout particulièrement. Avec l'expertise collective de l'INSERM de 2016 sur la déficience intellectuelle, avec en 2018 les états généraux de la déficience intellectuelle. Et ce sont finalement toutes ces étapes qui ont participé à cette volonté d'élargir la stratégie nationale autisme aux troubles du neurodéveloppement. Autre constat partagé, donc des professionnels du soin et de l'accompagnement qui restent insuffisamment formés pour plusieurs raisons. Les professionnels ne sont formés au mieux que sur un des troubles, alors que de nombreuses structures et de nombreux dispositifs sont ressources finalement pour tous les troubles du neurodéveloppement. On a une méconnaissance encore des avancées scientifiques et des recommandations de bonnes pratiques professionnelles. Et puis, on le sait tous ici, il existe encore un trop fort cloisonnement des acteurs, des professionnels du sanitaire d'un côté, du médico-social de l'autre, de l'éducation nationale, et puis les personnes et leurs familles. Voilà, il y a un véritable enjeu à ce qu'on puisse décloisonner la connaissance, décloisonner les savoirs. Et donc, pour revenir au constat clinique et scientifique, eh bien, regrouper tous les troubles du neurodéveloppement sous une seule et même entité qui ne gomme pas les spécificités de chaque trouble, c'est extrêmement important, eh bien, est une approche pertinente sur le plan scientifique et clinique, très opérationnelle en termes de réponse accompagnée pour tous, pour beaucoup de raisons. Mais la première et la plus importante étant que plusieurs de ces troubles peuvent être observés simultanément chez un même enfant, chez une même personne, et qu'il s'agit finalement beaucoup plus de la règle que de l'exception. Et quand on a dit ça, eh bien, on a dit quelque chose d'extrêmement important, puisque pour cet argument essentiel, il convient de passer finalement d'une logique de diagnostic catégoriel à une logique de diagnostic fonctionnel pour tous, de passer du prêt-à-porter à du sur-mesure pour tous, et de dispositifs qui sont aujourd'hui spécifiques de certains troubles du neurodéveloppement à des dispositifs qui deviennent compétents pour tous. Et donc, en réponse à l'extrême diversité et à la complexité des situations, et parce que la coopération n'est plus une option, eh bien START propose un modèle intégratif de formation décloisonné, englobant donc tous les troubles du neurodéveloppement, sans en nier leur spécificité, je le redis, dans le but de mettre à jour et de décloisonner les savoirs sur les troubles du neurodéveloppement, d'améliorer et de soutenir la transformation des pratiques professionnelles de l'accompagnement et du soin des enfants et des adultes, d'impulser de nouveaux modes de coopération en territoire, donc jusqu'à l'échelle infradépartementale, pour contribuer à rendre le système plus répondant aux besoins des personnes, plus équitable aussi, tout en renforçant la précocité et la pertinence des interventions. C'est vraiment cet encadré orange là, c'est vraiment ce qui anime absolument tous les contributeurs du projet aujourd'hui, et nous l'espérons demain encore avec vous, évidemment. Ça n'est pas un projet de plus ou un dispositif de plus, c'est finalement faire exister un étage de la fusée qui s'arrime très bien avec la philosophie et la démarche de réponse accompagnée pour tous, qui s'arrime également très bien avec les grands principes de la transformation de l'offre, que sont l'autodétermination, de pouvoir mettre en œuvre une réponse individualisée dans une logique de parcours, en suscitant la co-responsabilité territoriale des acteurs et dans une visée qui soit la plus inclusive possible. C'est pour ces raisons que START est devenu un outil original de la stratégie nationale autisme au sein des troubles du neurodéveloppement. Et c'est finalement un outil, on le sait maintenant, on le présageait,
mais on le sait maintenant, qui peut soutenir donc l'émergence ou le renforcement de certains dispositifs qui n'étaient pas nés encore lorsqu'on s'est lancé en 2018. Je parle ici des plateformes de coordination et d'orientation qui, pour la plupart, n'étaient pas nées, n'étaient pas opérationnelles. C'est le cas aussi donc, de pouvoir renforcer les PCPE. Et en Auvergne-Rhône-Alpes, on a pu tester ça de manière significative, puisque la région Auvergne-Rhône-Alpes comptait, quand on s'est lancé, la moitié des PCPE français. C'est un outil qui peut constituer le ciment des communautés 360 et qui peut donc accompagner l'activité d'unités mobiles, de petites unités complexes qui voient le jour ici et là en territoire et en région. Alors, à l'issue des discussions qui ont participé à la configuration de START à ses débuts, eh bien, sur proposition de nos financeurs, START s'est très vite destiné prioritairement aux professionnels de seconde ligne, ceux qui sont au contact quotidien des enfants et des adultes concernés, de façon à coller au plus près des besoins des enfants et des adultes, avec cette intention de mieux prévenir les situations complexes et de faire en sorte qu'elles ne remontent pas trop vite vers le niveau 3, ce niveau d'expertise qui est aujourd'hui encore trop souvent embolisé par des situations qui pourraient être probablement mieux accompagnées, mieux soignées par le niveau 2, par aussi le niveau 1. Mais la commande qu'on a reçue, c'était vraiment de pouvoir s'intéresser à tous ces professionnels nombreux, de structures donc très diverses, dont vous êtes les représentants aujourd'hui, de façon à ce qu'ils s'entraident, à ce qu'ils coopèrent. Et voilà, l'idée, c'était vraiment de soutenir cet effort collectif de la part des ARS et de la CNSA. Alors, très concrètement, l'objectif de START, c'est de permettre donc à l'ensemble des acteurs d'un territoire donné de co-construire le projet individualisé d'une personne présentant donc un ou des troubles du neurodéveloppement en tenant compte des souhaits de la personne, de ses compétences et de ses fragilités, de ses besoins de soutien. Et ça, évidemment, c'est très vite dit comme ça sur un slide en quelques secondes, mais on sait tous autour de l'écran que c'est un exercice qui est complexe et qui est exigeant et qui ne peut pas se faire seul. Et cet objectif implique de bien connaître le fonctionnement de la personne et les outils d'évaluation et d'intervention adaptés. Donc, je ne détaillerai pas ici les différents objectifs pédagogiques et les compétences attendues. Ils vous seront partagés par le CREAI, par Elisabeth, dans les documents qui suivront. Mais il y a bien sûr un enjeu fort à partager un lexique commun qui va permettre donc à des professionnels d'horizons divers, de disciplines diverses, de mieux se comprendre, pour mieux s'interpeller les uns les autres et pour mieux s'entraider in fine. Alors, START, Madame Caz l'a dit en introduction, c'est un format peut-être un peu différent de ce que vous avez connu jusqu'ici. C'est donc 2 fois 2 jours de formation, espacés de 2 à 3 semaines, chaque jour étant constitué, on va le voir, de 2 modules qui se tiennent et qui se tiennent entre eux sur ces 4 jours, suivis donc d'une 5e journée, d'une journée de formation, action et de restitution. Et c'est cette 5e journée qui va nous permettre de poser les bases d'une communauté de pratique professionnelle
C'est cette 5e journée que nous n'avons pas encore véritablement réussi à expérimenter, puisque le déploiement du projet a été impacté de plein fouet par la crise sanitaire. Et si on a pu, dans les 2 régions que je vous ai citées, donc Auvergne-Rhône-Alpes et Île-de-France, tester START en distanciel, cette 5e journée ne peut pas s'opérer en distanciel. Elle suppose vraiment le présentiel et donc le fait que les participants soient présents, se connaissent, se fassent confiance et partagent chacun leur pratique. Donc START, c'est une 12aine de formateurs en région. On va le revoir avec Elisabeth tout à l'heure. C'est un animateur en région, donc Elisabeth Laplagne, et une 20aine de professionnels de seconde ligne, issus donc des établissements sociaux, médico-sociaux, issus du sanitaire, issus du libéral, de toute discipline, de tout type de structure, qui vont donc participer à chacune des sessions, et on va demander à ce qu'il y ait au moins 2 professionnels et jusqu'à 4 personnes d'une même structure, dont un professionnel de l'encadrement, de façon à porter le changement au sein des structures et au sein des territoires. Et on va donc avoir, pour une même session, plusieurs dispositifs d'un même territoire. Donc, ces 2 fois 2 jours de formation seront organisés et portés par l'animateur régional et par 4 binômes de formateurs, chaque journée étant animée par un binôme de formateurs différents. Voilà. Si tout ça n'est pas clair, je vous propose de répondre à vos questions dans la suite. Donc, on poursuit. Donc, le contenu pédagogique de ces 4 journées a été défini par un comité pédagogique de près de 40 personnes et s'organise autour de 8 modules, donc 8 thématiques, qui vont embrasser les principales facettes de l'accompagnement et du soin des personnes concernées. Donc, vous voyez ici ces 8 modules. Le premier module, troubles du neurodéveloppement vers un... Ouais, bonjour Julia. Bon, écoute, ouais, j'ai essayé de te joindre parce que j'ai un micro qui n'est pas fermé. Donc, si la personne peut fermer son micro, merci. Donc, le module 1, troubles du neurodéveloppement vers un socle conceptuel commun. Le module 2, repérage, intervention précoce, annonce, diagnostic. Je vous propose dans la suite de vous faire un très très court extrait du module 1 et du module 2, voilà, pour que vous ayez un petit aperçu de ce que sont ces modules. Le module 3 qui est consacré donc aux compétences préservées et aux fragilités de la personne et donc à l'évaluation fonctionnelle des personnes, un module extrêmement important évidemment, qui vise donc à faire comprendre et à faire en sorte que les professionnels, quels qu'ils soient, prennent part à la dynamique multidimensionnelle des évaluations. Le module 4, dédié à la communication, aux principes et aux outils de communication, de façon à ce que chacun puisse s'adapter pour interagir avec la personne. Voilà, c'est sortir de sa zone de confort, c'est faire un pas de côté et inviter chaque participant à une pratique réflexive, pouvoir se saisir du bon outil pour mieux répondre aux besoins de la personne. Le module 5 qui est consacré aux acquisitions et aux apprentissages. Le but est ici donc d'amener les participants en fonction des pièces à conviction qui vont être demandées, eh bien, de pouvoir affiner le diagnostic catégoriel et fonctionnel de la personne, de l'enfant en l'occurrence, pour voir comment on peut finalement transformer un profil cognitif en aménagement pédagogique et éducatif. Le module 6 est dédié à la santé, à tout ce qui touche
aux troubles somatiques et psychiques associés aux troubles du neurodéveloppement. L'idée, ça va être également de pouvoir repérer en territoire tous les dispositifs facilitant l'accès aux soins. Le module 7, eh bien, c'est tout ce qui va toucher donc, aux situations complexes et aux comportements problèmes, dans l'objectif d'amener chacun des participants à acquérir une approche transdisciplinaire et pouvoir évidemment solutionner des situations qui sont aujourd'hui devenues extrêmement graves. Et puis le module 8, eh bien, dans ce module 8 vont s'agréger ce qu'on va avoir vu de chacun des modules précédents et on va amener donc chacun des participants à prendre sa place dans la co-construction du projet personnalisé de la personne et on va continuer à interroger toutes les ressources du territoire. Alors, ce que je voulais vous dire également, c'est que chacun de ces modules a été co-conçu par un petit groupe donc, de professionnels et de professionnels du médico-social, du sanitaire, d'aidants en responsabilité associative et de professionnels de l'éducation nationale pour certains. Au-delà des modalités de diffusion de START, eh bien, l'originalité du dispositif tient aussi au fait que l'ensemble du contenu de ces 8 modules reste centré sur le fonctionnement de la personne avec des troubles du neurodéveloppement. On fait très peu de digressions, quelques références au cadre législatif, mais voilà, de façon très marginale, parce que le souhait vraiment du comité pédagogique et de tous les concepteurs, c'est de pouvoir éclairer l'ensemble des professionnels sur le fonctionnement des personnes et de vraiment rester centré sur tout ce qui va concourir à pouvoir comprendre le fonctionnement de ces personnes. Alors, les outils pédagogiques mixent des notions théoriques. On n'a pas voulu faire l'impasse sur des notions théoriques parce qu'on s'est rendu compte qu'elles étaient encore insuffisamment connues et des notions qui sont fondées évidemment sur la science et sur les recos de bonnes pratiques professionnelles. On mixe donc ces contenus théoriques avec des études de situation et des animations sous forme de jeux de rôle. On colle bien sûr aux politiques publiques mises en œuvre, ce qui suppose eh bien d'actualiser les contenus. On est aujourd'hui à la V3. Et puis, ça a été, vous l'imaginez, un défi au départ de se dire qu'on allait se mettre à niveau sur des connaissances aussi diverses, sur des troubles aussi divers, entre professionnels d'horizons divers, en 4 jours seulement, avec un contenu qu'on a voulu robuste, malgré tout, en un minimum de temps. Et c'est une ligne de crête sur laquelle on est suspendu toujours, et que nous souhaitons tenir avec tous ceux qui nous rejoindront. Vous l'avez compris, il y a une certaine suite logique à l'enchaînement de ces 8 modules. Et je vais donc, en quelques slides, là, vous proposer de synthétiser, mais vraiment dans les très, très grandes lignes, ce que sont les modules 1 et les modules 2, le module 1 et 2. Donc, le module 1, il est évidemment attendu de tous les participants, puisqu'il va donner les fondamentaux et planter le décor pour les modules suivants. On a délibérément, avec le comité pédagogique et les associations partenaires, fait le choix de démarrer d'emblée sur l'importance de l'autodétermination, alors même qu'on n'a pas encore abordé ce que sont les troubles du neurodéveloppement. Et les formateurs donc, mettent les pieds dans le plat de cette quête difficile en invitant tous les professionnels à se décentrer et à considérer que les personnes, les enfants comme les adultes, doivent être actrices de leur propre vie.
en faisant la preuve que cela représente pour tous les soignants et les accompagnants et les aidants une conversion qui est complexe à opérer. Je pense que pour tous ceux d'entre vous qui s'y sont frottés, on sent très vite la complexité de l'exercice. Alors bien évidemment, ce n'est pas, quelques slides qui vont permettre à tous les professionnels de se roder à l'autodétermination. Ce qu'on veut, c'est vraiment pouvoir semer les petites graines qui vont faire que les professionnels vont avoir envie de creuser les principes et les leviers de l'autodétermination et vont avoir envie de le faire, évidemment, avec d'autres professionnels au sein de leur établissement et au sein de leur territoire. Et dans l'idée que la personne est un des acteurs parmi les intervenants autour de son projet et que c'est d'autant plus compliqué dans l'enfance puisque dans l'enfance, il va y avoir la présence indispensable des parents et que de mettre au centre le devenir de la personne, ça va être d'autant plus important que le niveau de handicap est sévère. On arrive dans la deuxième partie du module aux éléments clés de compréhension des troubles du neurodéveloppement. On va s'appuyer évidemment sur le DSM-5 parce que c'est l'outil aujourd'hui qui est consensuel, qui pose l'intérêt d'une approche décloisonnée des troubles du neurodéveloppement et qui indique que ce qui compte, ce n'est pas les troubles du neurodéveloppement en soi, mais bien l'impact, le retentissement de ces troubles sur le fonctionnement adaptatif, scolaire, familial et social de l'enfant ou de l'adulte. Et c'est clairement dit à toutes les pages, l'enjeu n'est pas de mettre l'enfant dans des cases, ni de le tatouer de chiffres. L'enjeu, c'est bien de transformer un diagnostic catégoriel en profil de compétences et de besoins. Et c'est ce vers quoi on souhaite tendre sur chacun des modules de SART pour ceux qui l'expérimenteront. On positionne aussi bien sûr très clairement le fait que les troubles du neurodéveloppement sont très souvent associés. Il y a cet enjeu donc à décrypter les fonctions cognitives, à bien prendre en compte les pathologies associées, de considérer la personne de façon holistique et ne pas la saucissonner comme c'est encore trop souvent le cas aujourd'hui. Et c'est donc dans ce module qu'on va poser le décor de l'ensemble de la formation. On aborde bien sûr les grandes questions liées au diagnostic en mettant à dessein un S à diagnostic. Alors pour les médecins, c'est naturel évidemment, ça fait partie du quotidien. Pour d'autres professionnels, ça l'est moins. Et pour les parents, ils peuvent encore être trop souvent perdus. Et je reprends ici un exemple que prend souvent Vincent Desportes, mais il y en a à l'infini des exemples comme cela. Le pédopsychiatre dit qu'il a un autisme. Le neuropédiatre dit qu'il a un syndrome de West. Le généticien dit qu'il a une maladie de Bourneville. Et en fait, tout le monde a raison, mais tout le monde ne parle pas tout à fait de la même chose. Et donc, l'idée, c'est vraiment d'inviter tous les professionnels à différencier les questions du quoi, des questions du comment et du pourquoi. Et tant qu'on n'a pas réussi à comprendre ce qui relève du quoi, ce qui relève du comment et ce qui relève du pourquoi, eh bien, on n'a pas la photographie complète, la photographie globale de l'enfant qui est en face de nous ou de l'adulte qui est en face de nous. Dans le module 2, eh bien, repérage, intervention précoce, annonce, diagnostic, on plonge l'ensemble des participants dans le bain avec
des situations, les situations de Fabien, Théo, Nicolas, Dominique, et on va interroger en petits groupes la trajectoire des enfants par rapport à ce que l'on connaît du développement ordinaire de l'enfant. Est-ce que c'est normal? Est-ce que ça n'est pas normal? On évoque bien sûr les facteurs de risque anténataux, environnementaux, périnataux, et on va avoir donc, dans ce module une alternance de contenu théorique et de mise en situation avec évidemment, donc, comme je l'ai dit en introduction, le souci de coller aux politiques publiques, et il s'est passé quand même pas mal de choses ces derniers mois. On fait bien sûr référence au carnet de repérage et on porte toute l'importance et toute l'utilité de ce carnet. Dans ce module, eh bien, on amène évidemment tous les participants à penser les ingrédients d'une intervention précoce et adaptée. Vous les voyez là sur ce pétale de fleurs. Et on utilise comme outil pédagogique également des vidéos, des ressources disponibles. Certains d'entre vous connaissent bien la plateforme Handicap Agirto. Et on peut être amené à visionner certaines des vidéos avec les participants. Et la question de l'annonce est bien sûr abordée, tout ce qui participe du processus de l'annonce, qui ne se fait pas de but en blanc d'une fois par un seul professionnel, mais qui doit se faire eh bien, de manière étalée, qui doit être reprise par différents professionnels et avec toujours ces questions de disponibilité, d'écoute maximale, de pouvoir évidemment décoder les émotions du parent, les émotions de l'enfant, les émotions de l'adulte. Et on a recours également à ce moment-là à des vidéos. Voilà, donc un très court extrait, je l'ai dit, de ces deux modules, puisqu'on est sur une grande densité de chacun, dans chacun des modules. Donc, je vous ferai un retour extrêmement succinct, là aussi, de l'évaluation de ce dispositif, avec quelques points saillants. Donc, une évaluation qui a relevé donc, une cohérence des objectifs et des contenus de START au regard des avancées scientifiques et des orientations des politiques publiques. C'est heureux, puisque, évidemment, on a tout fait pour. Une conception et une mise en œuvre d'un programme de formation transdisciplinaire avec un regroupement de savoirs uniques sur le sujet des troubles du neurodéveloppement qui prend en compte les savoirs expérientiels. C'est vrai que c'était extrêmement important pour nous de pouvoir avoir recours au savoir des aidants et que ça fait partie de l'ADN du projet, à la fois donc, dans la conception, mais vous le verrez aussi dans la diffusion du projet. On a un bon niveau de satisfaction des participants, tant sur le fond que sur la forme, pour 70% des personnes interrogées, avec à chaque fois, finalement, le fait que les participants relèvent l'extrême densité des modules, mais aussi l'extrême richesse des modules, ce qui fait qu'on ne veut pas rogner sur ce qu'on propose aux participants malgré cette densité. Et on a 90% des stagiaires qui estiment que la pluridisciplinarité des formateurs est un point fort du projet. Et on y reviendra dans les suites avec Elisabeth. Et donc, un socle commun de connaissances très apprécié et une amélioration des pratiques pluridisciplinaires prometteuses. Je dis prometteuse parce que START, comme son nom l'indique, c'est le début de quelque chose. On ne peut pas, c'est un projet qui est ambitieux, mais qui est à la fois très humble, puisque ce n'est que 4 jours. Et on ne peut pas, en 4 jours, changer la face du monde. Donc, ce qu'on souhaite, c'est s'inscrire vraiment dans la durée. C'est dans les suites des 4 journées
pouvoir mettre en œuvre cette 5e journée en présentiel et à distance des 4 journées, et qui serait donc une journée coportée avec l'ARS, et qui nous permettrait donc de poser les bases de l'animation de communautés de pratique professionnelle, de façon à donc soutenir au quotidien les professionnels et tous les acteurs en territoire dans l'amélioration ou l'enrichissement de leurs pratiques, parce qu'on le sait, ça n'est pas simple. Si c'était simple, ça serait déjà fait. Et ça requiert des efforts cognitifs et relationnels à l'encontre des routines et des habitudes de travail. Et ce qu'on souhaite évidemment avec ces communautés de pratique, c'est de pouvoir réussir à faire vivre et enrichir les valeurs et les principes de coopération et d'intervention que promeut START. Et on espère évidemment pouvoir le faire avec le plus grand nombre d'entre vous dans les mois qui viennent. Puisque l'idée, vous l'avez compris, c'est vraiment de rassembler de rassembler et de mettre en cohérence des savoirs qui sont aujourd'hui trop morcelés, qui sont pourtant très liés, et de pouvoir aussi donc, de mutualiser des outils au bénéfice de la diversité et de la complexité des profils de tous. Voilà ce que je voulais vous partager. Donc, je laisse peut-être Je vais arrêter le partage. Je laisse peut-être soit le temps des questions maintenant, soit... Absolument, Muriel, c'est ce que je voulais effectivement proposer avant que l'on intervienne avec Thierry Dimbourg, donc sur les modalités de déploiement de ce projet en Nouvelle-Aquitaine. Peut-être laisser un temps de questionnement, même d'échange, d'observation, de remarques sur la présentation que vous avez faite, Muriel, qui était très complète. Pour prendre la parole, s'il vous plaît, peut-être le mieux, c'est effectivement de lever la main via l'application. Ce sera plus simple pour gérer la prise de parole de chacun, sachant qu'on est relativement nombreux. Donc, n'hésitez pas. Voilà, on prend quelques minutes. Alors, je ne dis pas tous en même temps. A priori, du coup, on n'est pas tous en même temps. On a le temps, a priori, de quelques questions. Donc... Alors, j'ai effectivement, c'est Monsieur Dupuis. Oui, un grand merci pour cette présentation. Du coup, on peut imaginer effectivement la densité du propos sur ces 4 jours de formation. Qu'en est-il du retour d'expérience par rapport aux régions qui ont expérimenté le dispositif sur la mise en œuvre concrète en fait, des enseignements qui ont été prodigués? Alors, la mise en œuvre concrète des enseignements, comme je l'ai dit, donc le projet a été percuté par la crise sanitaire. Donc, ce qui doit nous permettre de pouvoir apprécier le changement des pratiques, c'est cette 5e journée on l'a mise en œuvre une fois en Île-de-France, on va la mettre une seconde fois en œuvre cette semaine en Île-de-France. Donc, vous voyez que c'est encore faible pour pouvoir se dire que START a véritablement permis une évolution des pratiques. Ce qu'on sait, c'est que à chaud, en tous les cas, les graines qui ont été semées ont été extrêmement bien reçues. Et elles ont été très bien reçues collectivement, bien sûr, puisqu'on ne va pas demander à un professionnel de devenir compétent sur l'ensemble des principes d'intervention qui vont être livrés au cours de ces 4 jours. Ce qu'on souhaite vraiment, c'est que les professionnels sortent de leur isolement, osent s'interpeller. Je reprendrai ici une citation d'une des ARS qui a été extrêmement moteur sur le déploiement de ce projet et qui disait il faudrait que dans les suites de START, l'appel à un ami devienne illimité. Et en fait, c'est ça. Moi, je suis restée basée à la Pitié-Salpêtrière pendant 7 ans et je sais que certaines situations se dégradent. On les voit se dégrader au cours des suivis et on voit qu'on n'arrive pas à faire en sorte que
on n'arrive pas à activer le bon niveau de compétence, le bon niveau de coopération au moment où ce niveau de compétence ou ce niveau de coopération aurait été utile. Et l'idée de Start, c'est ça, c'est comment est-ce que tous ensemble, à l'échelle d'un territoire, quand on voit les signes d'une situation se dégrader, comment est-ce qu'on ose interpeller le médecin du centre hospitalier, le PCPE, tous ces dispositifs qui ont été mis en œuvre ou d'interroger, c'est-à-dire que quand on ne sait pas, oser dire qu'on ne sait pas, pour pouvoir se dire, voilà, qu'est-ce que tu en penses, qu'est-ce que je pourrais faire, c'est ça en fait la logique de Start aussi, c'est d'essayer de faire fondre certains murs qui sont aujourd'hui encore trop présents et qui, on le sait, permettraient des réponses peut-être plus justes et plus adaptées, parce qu'ensemble, on aura pensé ces réponses. Et là-dessus, si vous voulez, on a eu vraiment, sur l'ensemble des sessions qu'on a testées, on n'a eu absolument aucune objection. Avec des professionnels qui partagent le niveau de difficulté et le niveau de complexité dans laquelle on est, puisqu'on ne nie pas le niveau de complexité dans laquelle on est. On partage ce niveau de complexité, on partage parfois l'absence de ressources en territoire, et on sait qu'on n'est pas dans un monde parfait. Donc, c'est comment, ensemble, on essaye de trouver des solutions, de trouver les compétences. Alors, ça va parfois être un outil, parfois être un professionnel, parfois être un dispositif. Et comment est-ce qu'on ose finalement sortir de la posture qui est la nôtre et qui nous enferme parfois. L'idée, ce n'est pas de dire aux professionnels, vous allez être compétents sur tout, certainement pas non plus. Mais d'essayer de faire en sorte que chacun ait envie de se retrousser les manches. Et ça, pour ce qu'on a vu jusqu'à présent, ça fonctionne quand même plutôt très bien, avec des formateurs qui sont extrêmement engagés, extrêmement motivés et qui font partie des pièces qui font partie vraiment intégrante du puzzle. Merci. De rien. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres observations, d'autres remarques? Alors, je vous laisse prononcer votre nom. Oui, c'est Madame Kozakevich. Oui, j'avais juste une question par rapport au déploiement de Start en Nouvelle-Aquitaine. Est-ce qu'il va y avoir en fait des appels des inscriptions individuelles, ou est-ce que ça va être des choix par rapport aux différentes ARS, par rapport aux différentes structures qui pourront avoir la chance de bénéficier de Start? Alors, donc effectivement, je me suis fait comprendre. Oui, tout à fait. Donc, effectivement, Muriel ou l'ARS peut me reprendre. En fait, c'est un petit peu en deux temps, c'est-à-dire qu'il y a des priorités qui ont été définies par l'ARS en termes de public à former prioritairement, où on est sur les dispositifs PCO et les professionnels donc, qui œuvrent dans l'écosystème donc, des PCO. Et ensuite, on est dans un second temps. Donc, à partir de 2023, on sera dans un second temps sur les professionnels de deuxième ligne, comme on a parlé Muriel. Mais c'est vrai que sur 2022 et peut-être début 2023, on est sur un public prioritaire, PCO et son écosystème, donc sur le territoire, en termes de formation. D'accord. Merci. Alors, je ne vois pas d'autres mains levées. Et je peux peut-être aussi apporter un complément en disant que Start, en fait,
ne répond bien qu'il balaie évidemment les principales facettes du soin et de l'accompagnement, START ne répond pas à tous les besoins de formation et au contraire, il ouvre auprès des professionnels en général des besoins complémentaires en formation et donc vont pouvoir se brancher sur START énormément de formations qui sont soit déjà à l'œuvre, soit qui vont pouvoir prendre le relais de START. Oui, il y a quand même une dimension qui a été évoquée qui va être aussi importante dans START, alors qu'il y a une dimension qu'on ne connaît pas, qu'on n'a pas encore expérimentée, sur laquelle on n'a pas de recul, c'est les fameuses communautés de pratique. C'est-à-dire qu'au-delà de ces temps de formation. Et donc là, effectivement, vous avez compris que sur la Nouvelle-Aquitaine, dans le cadre de l'expérimentation et du déploiement sur 2022, il y a un certain nombre de priorités voilà, qui ont été déterminées en termes de mise en œuvre sur ces premiers territoires sur 2022, mais c'est vrai, voilà, ça n'a pas d'autre, ça ne dit rien et ça ne présage rien de la manière dont ça va être développé de manière, j'espère, plus large et sur de nouveaux territoires et à partir de nouvelles modalités à partir de 2023 et suivant. Donc voilà, on est vraiment dans l'expérimentation. Voilà, une troisième expérimentation. On a volontairement et naturellement, on s'est appuyé sur le diagnostic réalisé par l'ARS pour voir de quelle manière et de quel bout on allait pouvoir commencer à implanter tout ça. Mais voilà, ce n'est qu'une première partie de l'expérimentation. Ensuite, il va y avoir un déploiement qui va devenir, j'espère, régulier. Et ensuite, après, avec cette deuxième lame des communautés de pratique qui vont permettre, là encore, de soutenir et les échanges et l'ensemble de ce qui aura pu être évoqué lors de ces formations. Alors, du coup, une autre question, Madame Bastier. Ah, on ne vous entend pas, Madame Bastier. Oui, voilà, ça y est. Donc, oui, monsieur vient de répondre un petit peu partiellement à ma question. En fait, bon, déjà, merci pour cette présentation. C'est vrai que la formation, pour nous, famille, c'est quand même la priorité. La preuve en est, c'est que la formation des professionnels, ça fait partie de la première demande dans la charte d'Autisme France. Donc, c'est vrai qu'on a besoin en face de nous d'avoir des professionnels qui sont extrêmement formés. Moi, bon, c'est vrai que c'est une approche très globale parce que vous parlez des TND. Il me semble que les modules, c'est une demi-journée. Donc, je ne vois pas comment vous allez pouvoir aborder toutes les spécificités des troubles neurodéveloppementaux en une demi-journée, parce que nous, ce dont on a besoin au quotidien, c'est de professionnels qui sont vraiment formés spécifiquement. Bon, moi, je parle de l'autisme, puisqu'évidemment, je suis maman d'un adulte autiste, mais la généralisation sur les TND, je ne vois pas comment ça va pouvoir nous aider, nous, dans le pratico-pratique par rapport au terrain. C'est-à-dire que on a besoin de professionnels qui sachent faire des évaluations fonctionnelles, qui sachent mettre des apprentissages en place, qui sachent faire de la généralisation, qui interviennent directement au domicile des familles. Et je me pose la question, à qui ça correspond ces formations? Est-ce que ce sont des personnes qui ne sont pas du tout formées sur les TND, parce que dès qu'on travaille un petit peu au quotidien dans les établissements médico-sociaux ou même en libéral, je veux dire, toutes ces approches un petit peu globalisées, bon, bien sûr, c'est important de les connaître, mais c'est pas la demande prioritaire des familles quand même. Et je n'ai pas vu non plus de participation des familles et des représentants d'usagers dans les formations. Donc voilà, je voulais vous poser la question de savoir si c'était prévu ou pas. Je vous laisse répondre, Muriel. Oui. Alors, sur le premier volet de la spécificité de ce qu'apporte START, je l'ai dit, hein, on n'est pas sur des apports qui sont spécifiques à un trouble plutôt qu'à un autre. Ce qui nous motive et ce qui nous intéresse dans le cadre de START, c'est plutôt les invariants, les communs. Et excusez-moi, mais je suis moi-même maman, donc je n'avais pas prévu de vous le dire, mais je le dis.
En fait, pour connaître énormément de parents et énormément de situations, on a toujours tendance à penser que voilà, son propre enfant fonctionne de manière très particulière et très… Voilà. En fait, c'est à la fois vrai et à la fois pas tout à fait vrai, c'est-à-dire que chaque individu est unique. Il y a des spécificités à chacun des troubles. En revanche, pour ce qui est de la boîte à outils activable, eh bien, on sait, vous connaissez probablement la Vineland, enfin je prends cet exemple-là, mais il peut y en avoir d'autres. C'est vrai que la Vineland est aujourd'hui un outil qui deviendrait presque étiqueté autiste, alors que c'est un outil qui a été déployé dans le champ de la déficience intellectuelle historiquement, et dont on sait très bien que eh bien, la Vineland peut être utilisée très massivement par l'ensemble des professionnels en coopération avec les parents. Et en fait, c'est cette dynamique-là qu'on veut pouvoir installer, c'est pouvoir transformer finalement les professionnels en couteau suisse. Alors, quand on dit couteau suisse, ça ne veut pas dire tout et n'importe quoi, voilà, mais c'est d'amener les professionnels à activer évidemment le bon outil face à la personne qui est en face de soi. Et ça, que ce soit à l'hôpital ou dans les établissements socio-médico-sociaux, c'est encore trop peu le cas. Et vous avez la chance, entre guillemets, dans le champ de l'autisme, de bénéficier de 3 plans, qui ont à chaque fois mis en avant le besoin de formation et les formations. Donc, il ne se fait probablement pas encore assez de choses, mais disons que ça bouge quand même beaucoup. Il faut se dire que sur d'autres troubles, il ne se passe rien ou pas grand-chose depuis très longtemps. Et donc, il y a aussi cette idée de faire tache d'huile et d'embarquer plus largement pour que le changement s'opère aussi plus facilement. Parce que c'est évidemment plus compliqué quand on est isolé à être formé que quand on est plusieurs à être formés. Voilà, donc c'est cette dynamique qu'on essaye d'encourager, sachant qu'encore une fois, hein, START, c'est un élément du puzzle, ça n'est pas le seul, et on ne peut pas tout attendre de START. Mais en tout cas, sur cette dimension de spécificité, il y a vraiment à changer un peu de focale, parce que la focale a été, je pense, artificiellement mise sur l'autisme. Je vais dire des choses assez fortes, hein, mais dont on sait que cette focale ne correspond pas à la réalité clinique, à la réalité de situation des enfants et des adultes. Parce que bien souvent, ces personnes-là ont aussi d'autres troubles. Je l'ai dit. Bien sûr, oui, bien sûr. Il y a des comorbidités, c'est évident de toute manière. Mais c'est vrai que les TND, je veux dire, le diagnostic ne se fait pas non plus au même âge, par exemple, pour une personne autiste que pour une personne TDAH. Donc, bon, mais ce que je souhaite, moi, vraiment, c'est qu'il y ait une suite à ça et que ça puisse, après, rentrer un petit peu plus dans les spécificités, parce que je n'arrivais pas à visualiser quel profil de professionnel aller pouvoir sur le terrain tirer un bénéfice pratico-pratique, parce que vous dites que c'est pour les familles, que c'est pour les usagers, et j'ai du mal un petit peu à visualiser ce que ça va apporter vraiment. Vous voyez, sur qu'est-ce que ça va changer pour nous, familles, d'avoir ce type de formation? C'est ça ma question. J'arrive pas à visualiser, c'est ça. Juste la manière dont on souhaite pouvoir impliquer les familles dans cette dynamique, c'est d'une part dans le collège des formateurs. L'idée, c'est de pouvoir associer des personnes qui ont cette expertise d'usage dont parlait Muriel tout à l'heure, voilà, les faire rentrer avec leur voix, leur spécificité, leur approche dans ces différents modules auprès des professionnels. Et vous voyez, l'ensemble des personnes qui sont présentes aujourd'hui représentent en quelque sorte la cible
globalisée finalement de toutes ces personnes dont on espère qu'elles vont demain pouvoir utiliser des références et des vocabulaires communs pour pouvoir parler de situations qui nécessitent finalement de créer du lien entre les différents acteurs. On a des représentantes de l'éducation nationale, on a vous-même en tant que représentant de l'association des familles, on a des professionnels de plusieurs métiers possibles, psychologues ou éducateurs, etc. Voilà, c'est toute cette communauté, tous ces gens-là qui, d'une manière ou d'une autre, on a également des psychiatres réputés, des pédiatres réputés, des professeurs de médecine, etc. Voilà, on a tous ces gens-là, eh ben, voilà, les embarquer ensemble et pour former et pour se former de manière à pouvoir partager ces connaissances transverses autour de ces situations TND. Ça n'empêchera pas, effectivement, la nécessité de réponses les plus adaptées au plus près des personnes. Et ça, ce ne sera pas nécessairement START, mais le réseau autour de START qui permettra ensuite d'adresser auprès des professionnels les mieux formés possibles sur les troubles les plus précis. Alors, Madame Collot. Oui, je voudrais un petit peu rebondir aussi sur ce que disait Françoise. Et je voulais savoir si finalement l'objectif de START n'était pas plutôt de décloisonner toutes les compétences ou toutes les personnes qui peuvent intervenir dans les TND pour éviter justement que chacun travaille un petit peu en silo et qu'on travaille plus en coopération. Alors, moi, je suis un petit peu aussi, je trouve que l'exposé était bien, je trouve que le projet a beaucoup d'avantages. Ce qu'il y a, c'est que, effectivement, moi aussi, je trouve que la durée est peut-être un petit peu courte pour véritablement permettre une formation, surtout si c'est surtout les TND. Hein. On est peut-être plus dans un abord une initiation au TND plutôt que véritablement une formation. Donc voilà, c'était la question et la remarque que j'avais à formuler par rapport à ce projet. Pour rebondir, madame, sur ce que vous venez de dire, c'est vrai que 4 jours, c'est très insuffisant, clairement. Donc, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on livre un contenu, on le partage, on s'appuie sur les compétences identifiées dans chacune des sessions, parce qu'en fait, on appelle ça formation, mais sur certaines des dimensions, on va avoir des professionnels qui seront peut-être plus compétents que le formateur lui-même, hein, et ça n'est pas grave. Hein, puisque l'idée, c'est vraiment de pouvoir, sur la base de ce qui est livré, échanger sur les compétences de chacun. Et ensuite, ça va nécessiter évidemment pour les professionnels d'y revenir. Alors, soit de se former de façon complémentaire, soit de retourner dans chacun des modules. Et en fait, toute la matière est mise à disposition sur une base numérique de travail. Et donc, les professionnels qui ont participé aux sessions peuvent revenir au contenu quand bon leur semble. Donc, voilà, encore une fois, l'idée, c'est d'essayer de s'inscrire au maximum dans la durée. C'est pour ça aussi que le CREAI est là, pour soutenir cet effort-là. Et c'est pour ça que l'ARS est là aussi. Et parce qu'on sait que c'est compliqué. Et encore une fois, si c'était simple, eh bien, on n'en serait plus à discuter de tout ça aujourd'hui. Ça serait déjà fait. Merci, Madame Collot. D'autres interventions? A priori, non. Donc, dans ce cas, alors, Madame Dulieu. Alors, oui, bonjour. Marie-Christine Dulieu, directrice autisme de l'ADAPI de la Gironde. Écoutez, je suis désolée, je suis arrivée un peu en retard. Je n'ai pas vu le tout début. En tout cas, je suis ravie que ce type de formation arrive parce que, comme vous le disiez, en tout cas dans le médico-social, on va vite être dans une urgence de transformation ou d'adaptation de l'offre suite au diagnostic fait dans le cadre des PCO et que les professionnels soient effectivement en capacité d'adapter leur accompagnement. Je rejoins Madame... alors,
Poer, je ne sais pas comment ça se dit. Oui, Poer. Poer. Sur le fait qu'effectivement, on a beaucoup développé la culture de l'évaluation, l'approche vraiment scientifique dans l'autisme, et qu'aujourd'hui, on imagine que les outils, vous parliez de la Vineland tout à l'heure, finalement, ce n'est que pour les personnes TSA, alors qu'il y a urgence à ce que ces outils-là et d'autres qui aujourd'hui sont priorisés dans l'autisme et ne devraient plus l'être, rentrent dans cette culture. Et je trouve important et j'espère que vous arriverez à tenir le fait que vous ayez un responsable, un cadre formé dans le cadre de ces formations, parce que c'est eux aussi qui vont après donner du sens sur la formation qui devra nécessairement arriver après effectivement ce module de voilà, où on va survoler quand même l'ensemble des troubles du neurodéveloppement, mais où il faudra que les professionnels se forment de façon plus importante. Donc, ravie de voir arriver ça en Nouvelle-Aquitaine. Merci de votre témoignage. D'autres interventions? Alors, dans ce cas-là, on va poursuivre donc avec Thierry Dimbourg sur les modalités de déploiement et après, on clôturera justement par un dernier temps d'échange de questions-réponses. Donc, je vais vous partager le document. Dès que j'y arrive. Mes compétences techniques sont limitées, hein, vous l'aurez remarqué. Alors, tout le monde voit l'écran? Oui. Oui. Parfait. Alors, donc effectivement, maintenant, on a ce projet au niveau national, donc plus qu'à le déployer sur nos territoires. Donc, en termes de rétroplanning, donc au départ, donc avec l'ARS, on a constitué un copil régional avec voilà, différents partenaires qui sont d'ailleurs aujourd'hui aussi présents. Donc, par exemple, avec les personnels des CRA, les fédérations, l'éducation nationale également. On a eu un premier copil restreint, on va dire, le 4 mars 2002 pour vraiment initier donc, la démarche START en Nouvelle-Aquitaine et notamment décider de l'organisation de ce webinaire beaucoup plus large pour informer tout le territoire. Et on va organiser donc courant mai-juin 2022 un deuxième copil élargi voilà, cette fois-ci. Donc, aujourd'hui, on a le webinaire de lancement du projet START. Donc, vous l'aurez remarqué, donc, alors, on a diffusé très, très largement avec des structures voilà, très différentes. Et on a voilà, aujourd'hui à peu près 70 à une centaine de personnes présentes pour échanger. On va bien évidemment, après ce webinaire, parce que tout le monde ne pouvait pas être présent, donc transmettre le lien vers l'enregistrement et transmettre différents éléments qui pourront tous vous informer, présents et non présents, de la mise en œuvre donc, et la poursuite du projet. Concrètement, on a deux gros enjeux sur notre territoire. C'est la constitution d'une équipe de formateurs. Donc, on a déjà un petit peu commencé. On va, à la fin de ce webinaire, vous transmettre voilà, un appel à candidature formateur. Je vous parlerai un petit peu des profils recherchés tout à l'heure. Donc, c'est la constitution pour cette année d'une équipe d'une douzaine de formateurs qui pourra s'élargir sur les années suivantes. Des formateurs donc, qui vont bien évidemment être formés à START. Donc, une formation cette fois-ci en juin avec 12 places qui nous sont réservées pour la Nouvelle-Aquitaine. Donc, formés à la démarche, formés, donc vous avez vu, aux différents modules, etc., aux méthodes pédagogiques, aux outils, etc. Et le deuxième enjeu, c'est effectivement voilà, de constituer les groupes de formation. Donc,
avec les structures qui ont été identifiées prioritaires et avec les autres, évidemment, dans un second temps. Avec un prévisionnel d'organisation des premières formations dès septembre-octobre 2022. On constitue l'équipe d'avril à juin 2022, la formation des formateurs, et on lance les premières actions dès septembre-octobre 2022 avec une mise en routine sur les années suivantes. Donc, les formateurs, effectivement, Muriel vous a parlé de binôme. On est bien avec des professionnels et, comme vous l'a dit effectivement Thierry, sur aussi l'intervention d'aidants qui vont apporter aussi leur propre expertise dans le champ des TND. Donc une équipe d'une douzaine pour cette année. La formation qui est déjà prévue les 22 et 23 et 24 juin à Paris. Le profil attendu, c'est évidemment une pratique actualisée et quotidienne de soins ou d'accompagnement, donc aussi bien des enfants que des adultes, présentant des TND, que l'on exerce en structure médico-sociale, en établissement de soins, en libéral ou aussi en tant que proche aidant. Donc des connaissances à la fois théoriques et pratiques sur au moins un des TND et du secteur de soins et ou d'accompagnement des personnes. Et enfin, effectivement, pour être formateur, il faut aussi une expérience et des qualités pédagogiques parce qu'on peut être très, très bon professionnel et en même temps pas forcément, en tout cas suffisamment bon formateur. Et il faut la double dimension, expertise, expérience de terrain et aussi des qualités pédagogiques pour ensuite faire passer les messages, transmettre, échanger, questionner ses pratiques, les pratiques des autres, les entendre et qui sont nécessaires à la formation d'adultes. Et effectivement, une aptitude, en tout cas une volonté, une aptitude à la co-animation, car chaque module sera animé en co-animation, en binôme. Alors, on a essayé, pour les personnes qui souhaiteraient se positionner, donner un petit nombre de jours estimatifs d'intervention à l'année, sachant qu'on sera, alors soit sur un profil d'aidant, mais pour les professionnels, c'est important de savoir un petit peu, alors c'est estimatif, mais en tout cas, ce que ça peut représenter à l'année. Donc, pour 2022, on serait à 1 ou 2 journées d'intervention. 2023, 4 à 6 journées, la même chose sur 2024. Avec, en tout cas, peut-être effectivement sur 2022, une intervention sur le territoire régional. Et ensuite, avec une année prochaine, peut-être une équipe élargie. Dans ce cas-là, une rationalisation des ressources humaines en fonction des besoins de formation exprimés et de l'origine des formateurs. On vous donne la rémunération des formateurs qui est calée donc, au niveau national. Donc, on est à 1 000 € par jour de formation, charges comprises. Donc, cette formation, à l'heure actuelle, donc, elle a un modèle économique national qui a été mis en place. Donc, c'est 1150 € par participant pour les 5 journées de formation. Au jour d'aujourd'hui, on est sur une prise en charge par l'OPCO dans le cadre du développement des compétences. Toutefois, au niveau national, donc Muriel pourra en parler, des partenariats ont été initiés, des discussions sont en cours pour pouvoir bénéficier d'un financement de ces formations, autre que par l'OPCO. Et au niveau régional, on réfléchit nous aussi à, si le national effectivement ne suit pas, qu'on puisse vous proposer un modèle économique. N'empêche qu'aujourd'hui, on est à ce modèle économique-là. Voilà, donc c'est les modalités pratiques de déploiement. Donc, si vous avez des questions, vous me les faites passer. Vous prenez contact avec moi. Alors, attendez, hop. Je vais arrêter voir s'il y a des mains levées. Vous prenez contact avec moi. Donc, aussi bien si vous êtes intéressé par la dimension intervention que par la dimension, effectivement, participer aux formations. On va vous faire passer donc, le lien vers le webinaire pour le visionner, éventuellement le diffuser à des personnes qui pourraient être intéressées autour de vous. L'appel à candidature formateur, en sachant que vous l'avez compris, on est aussi bien sur des profils de professionnels que d'aidants également. Et on va vous faire passer également des études de besoins à remplir en ligne avec, donc, pour les PCO, des besoins de formation que vous pourrez déjà exprimer pour cette fin d'année et dès 2023 pour les autres structures. Nous, ça va nous permettre de recenser un petit peu tout ça et ensuite d'organiser en conséquence les formations sur les 3 prochaines années. Thierry, est-ce que tu veux rajouter quelque chose ?
Non, ça m'a semblé très clair ce que tu as présenté, me semble-t-il. Donc effectivement, vous avez compris que ce webinaire est aussi un webinaire de lancement, d'appel à candidature sur les deux champs, sur le champ des formateurs. Les candidatures sont ouvertes, mais également pour commencer à penser pour vous-même ou au sein de vos structures, est-ce que qui pourrait être intéressé, qui je peux positionner dans le futur déploiement. Donc là, ça nous permettrait, nous, toujours avec l'ARS, de faire ces arbitrages concernant les nouveaux territoires sur lesquels on déploierait. Et vous comprenez bien qu'en fonction du nombre de candidatures, on déterminera et les lieux, et le nombre, et le rythme. Et n'hésitez pas aussi à relayer l'information. C'est vrai qu'on essaie d'être exhaustif sur la diffusion des informations, etc. N'empêche qu'on peut toujours oublier quelqu'un, oublier une structure, oublier. Donc, dans ce cas-là, n'hésitez pas à nous en faire retour, à vous-même diffuser et que nous aussi, on puisse ensuite intégrer les personnes dans la boucle. Alors, est-ce que vous avez des questions pratico-pratiques ou moins pratico-pratiques? Alors, donc excusez-moi, j'ai un mot de passe, informatique GPA Asso. Je vous laisse la parole. Alors, juste activez votre micro. Alors, attendez. Allez-y, le micro, s'il vous plaît. C'est en bas à gauche. Voilà, non, voilà. Très bien, merci à vous. Pardon. Oui, très pratico-pratique. Ce sont des formations qui peuvent se dispenser en intra, en inter. Comment ça se fait en fait? Comment ça s'est fait jusqu'à présent? Alors, je vais simplement donc préciser, on n'est pas sur des formations en intra. Pour le coup, ce n'est pas du tout l'esprit effectivement de Start. On est vraiment justement sur de l'inter pour justement multiplier les échanges, les interactions, le partage au cours de ces formations. Voilà, on n'est pas du tout sur un profil intra. Muriel, je vous laisse peut-être préciser un petit peu ce qui s'est fait ailleurs. Ah oui, non, vraiment la caractéristique de Start, ça n'est surtout pas de l'intra, en fait. C'est d'encourager l'inter-établissement, l'inter-structure, c'est d'encourager le maillage territorial. Et donc, du coup, de faire en sorte que des liens soit qui existent ou soit qui n'existent pas, mais qui auraient tout intérêt à exister, puissent exister. Et donc, du coup, c'est vraiment sortir d'une logique d'intra-établissement. Même si on imagine en parallèle qu'effectivement, il pourrait y avoir un intérêt à former des armées, quoi. Hein. Oui, c'était plus en ce sens, en fait, c'est vrai, parce que nous, on a un certain nombre d'établissements et services et au regard du contenu que vous proposez, dans le cadre de la transformation de l'offre, je pense en CMPP notamment, c'est vrai que ça concernait beaucoup de professionnels. Mais je comprends complètement la philosophie et j'adhère complètement. En fait, pour poursuivre, c'est vrai que il y a un vrai intérêt, évidemment, comme c'est une forme de dentelle, c'est-à-dire qu'on va essayer de mobiliser certains professionnels plus que d'autres par rapport à cette question-là. C'est vrai que quand une structure va investir, entre guillemets, en disant, moi j'aimerais qu'un tel puisse participer à la session, eh bien, ils puissent se penser aussi le relais qui pourrait être fait au sein de la structure. Et on sait que c'est un autre maillon difficile à activer, ce relais au sein des structures quand certains professionnels assistent, vous connaissez ça mieux que moi, quand certains professionnels assistent à certaines formations et où on aimerait que l'ensemble des professionnels puissent en bénéficier, mais que ça n'est pas possible, comment par le jeu de réunions ou
ou de support de formation laissés à la machine à café, ben voilà, ça perfuse. Mais ce que j'entends aussi de votre remarque, c'est qu'effectivement, peut-être que START n'est que la formation du haut de l'iceberg, mais qu'il va falloir, et pas, enfin, je veux dire, je ne parle pas pour le CREA, justement, je parle pour toutes les structures engagées dans ces actions de formation, à l'IRTS, enfin voilà, tous les acteurs auront sans doute à relayer tout ça pour aller former, comme vous dites, des armées. Sans doute, mais voilà, on est obligé de commencer par un bout, hein, de toute façon. Voilà. Oui, puis c'est un projet aussi qui s'inscrit dans la durée. Donc, il sera possible effectivement d'intégrer des personnes aussi peut-être au fil de l'eau, voilà, compléter un peu l'équipe, mais c'est vrai qu'on ne sera pas sur la formation de tout le personnel d'une structure. D'autres questions ? Je vais prendre ça pour un non. Nous avons été extrêmement clairs. Donc voilà, donc on vous transmet tous les documents voilà, très très rapidement par mail. Merci beaucoup voilà, de vous être tous mobilisés aujourd'hui. C'est vrai que c'est un projet qui ne peut prendre place en Nouvelle-Aquitaine qu'avec vous. Nous sommes ravis voilà, de cette mobilisation de votre côté. On reste à votre disposition. Et pour conclure, donc, je vais donner la parole voilà, à Madame Delast, voilà, de l'ARS, pour une petite conclusion sur, voilà, et ensuite on pourra clore nos échanges. Nous sommes dans un timing très précis. Tout d'abord, je voulais remercier donc les présentations aussi bien de Madame Power que du CREAI qui étaient très claires, et j'espère aussi pour tous les autres participants. Merci à tous les participants. Vu le nombre, effectivement, la centaine de personnes qui étaient là, c'est de bon augure pour les mois à venir, et donc la dynamique est lancée en Nouvelle-Aquitaine et nous en sommes ravis. Voilà, maintenant, il n'y a plus qu'à. Merci en tout cas. Exactement. Merci à tous. Bonne journée. Merci bonne fin d'après-midi. Au revoir. Bonne fin de journée. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci, Merci, au revoir. au revoir. Merci, au revoir. Au revoir, merci. Merci, au revoir.